parler du diabète et de son retentissement sur la fonction rénale et l'insuffisance rénale. Tout à l'heure, Raphaël parlait effectivement du nombre de dialysés croissant avec tous les problèmes que ça pose. Et je me suis rendue avec Valérie Gross récemment dans les camps palestiniens au Liban, où on a vu à peu près les mêmes problématiques que ce que vous a rapporté le docteur Pessi. Effectivement, il y a de plus en plus de patients et il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, c'est l'aspect de la prévention de l'insuffisance rénale. Parce qu'on peut dialyser autant qu'on veut, avec des moyens plus ou moins limités, mais à un moment, c'est de prévention qu'il faut parler. Et il y a une grande cause d'insuffisance rénale, qui est le diabète. Et les diabétiques sont très présents dans les centres que j'ai eu à visiter, et même les diabétiques avec les complications du diabète, qui sont les amputations, qui ne sont pas dues ni à des balles, mais c'est la maladie, c'est la complication du diabète qui réduit les patients à cet état. Donc je vais essayer de vous parler du diabète en général et de l'insuffisance rénale du diabète. Alors le diabète, comme tout le monde sait, c'est un taux anormalement élevé de sucre dans le sang. Ça, c'est la définition classique. Il existe deux types de diabète. Le diabète type 1 ou le diabète insuline dépendant, qui représente à peu près 10% de tous les diabétiques. C'est un diabète qu'on voit chez les sujets jeunes, les enfants des sujets jeunes. Et il y a cette grande masse, les 90% restants, c'est le diabète type 2, le diabète gras, le diabète de la maturité, comme on l'appelle. Il était dans les premiers temps associé à de la surcharge pondérale, à l'âge, mais de plus en plus, on voit se développer un diabète de type 2 chez des patients jeunes, et même chez des adolescents. Et ça devient très préoccupant. Alors, je vais vous donner quelques données statistiques et épidémiologiques. Alors, le diabète à travers le monde. En 1980, on comptait 108 millions de diabétiques traités. En 2014, on dénombrait 415 millions de diabétiques. Et à l'horizon 2040, on sera 622 millions. Ça, ce sont les données de l'OMS. L'Afrique, c'est le continent qui connaît la plus forte progression du nombre de diabétiques. Il passera de 19,8 millions à 41,5 millions en 2035. Et enfin, pour parler un peu du Maghreb et du Moyen-Orient, il existe une très très forte progression du diabète, et notamment au Maghreb, du diabète chez la femme. Alors, qu'en est-il en France? Selon les données de l'Institut de veille sanitaire, il y a en France 3,3 millions de personnes traitées pour un diabète. Traitées, de façon pharmacologique. Ceux qui ne sont pas traités, donc c'est pas combien ici. La prévalence en France est plus élevée chez les hommes. Et dans la population maghrébine qui vit en France, la prévalence est plus élevée chez les femmes. 14% des diabétiques ont plus de 65 ans. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le taux de croissance annuelle de la maladie a tendance à baisser en France, comme d'ailleurs il baisse aux USA. Cette baisse du taux de croissance annuelle moyen signifie qu'il y a une meilleure prise en charge en fait, qu'il y a une prévention. Quand on fait de la prévention, on arrive à ralentir cette progression annuelle. Ah, qu'est-ce que j'ai fait?
Donc, ce taux de progression annuelle, il est passé de 5,4% dans les années 2006 et 2009. Il est passé à 2,3% entre 2009 et 2013. Donc, il y a l'espoir. Quand on prend les mesures nécessaires, on peut ralentir cette progression. Et c'est de ça que devraient s'inspirer les pays émergents et les pays qui sont en forte croissance de l'incidence de diabète. Les complications du diabète sont nombreuses. Ce sont des complications qui touchent précisément la micro et la macro-circulation. Tous les vaisseaux du corps sont atteints par cette pathologie. Les complications, comme sont représentées dans ce cercle, il s'agit de cardiopathie, d'artériopathie, de néphropathie, de neuropathie et de rétinopathie. Toutes les parties du corps qui sont bien vascularisées souffrent du diabète. Alors, à titre d'exemple, pour les complications, en France, on a 8 000 amputations par an, 12 000 hospitalisations pour infarctus du myocarde, 4 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale chronique et 8% de complications ophtalmologiques. Et le diabète représente 6,3% de l'ensemble des décès. Puisqu'on va parler de la néphropathie diabétique, c'est celle qui nous intéresse. La néphropathie diabétique est devenue la première cause d'entrée en dialyse en Europe. 30% des patients diabétiques ont un risque de néphropathie diabétique. Quand on connaît le nombre de patients diabétiques, ça fait quand même un certain nombre de patients pour l'insuffisance rénale. Cette néphropathie diabétique évolue de manière silencieuse et très lentement sur 10 à 20 ans. Sur le plan histologique, ce sont des lésions glomérulaires de microangiopathie. C'est ce qu'on appelle la gloméruloyamyosclérose nodulaire. Et le mauvais contrôle glycémique est associé souvent à une augmentation du risque de néphropathie diabétique. Je vais vous donner des informations qui sont tirées du registre rein. En néphrologie, il existe un registre qui fait des statistiques et qui prend en compte toutes les données de l'insuffisance rénale et de la dialyse et de la greffe en France. Et tous les ans, avec 2 années de retard, on reçoit les données de ce registre, qui est très important pour tout ce qui est incidence, prévalence. Et c'est un registre sur lequel s'appuie l'ARS pour donner ou non des autorisations et suivre l'évolution de la maladie rénale. Donc le dernier registre rein, c'est celui de 2016 qui est sorti. Et on a 11 029 nouveaux patients incidents. Donc ça fait une incidence de 165 par million de population. Et les patients prévalents, il y en a 84 683, qui fait une prévalence de 1260 par million de population. Parmi ces patients prévalents, 46 872 sont en greffe et 37 800, sont en dialyse et 37 811 sont greffés. % des patients incidents sont diabétiques. Le diabète a, pendant plusieurs années en France, a augmenté progressivement. Là, dans la plupart des centres en France, la première cause devient le diabète. Donc, il arrive 2520 patients diabétiques par an.
1,8%, soit 203, sont des diabètes de type 1, et 21%, soit 2317, sont des diabètes de type 2. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur... Alors, cette incidence du diabète est très variable en France, d'une région à l'autre. Quand on est dans le nord et le nord-est, on a la plus grande incidence. Et quand on va vers le sud et le sud-ouest, l'incidence diminue. Donc elle varie dans l'Hexagone de 12 à 64 par million de population. Ce qu'on observe en Outre-mer est complètement à l'opposé. L'Outre-mer connaît les départements d'Outre-mer connaissent les plus grandes incidences, puisque comparativement à l'Hexagone, on a une incidence qui se situe entre 52 et 211 par million de population. Alors, comment évolue la néphropathie diabétique dans le temps? Là, je vous ai représenté un tableau dans lequel il y a les différents stades de la maladie. Selon Morgenson, il y a 5 stades. Donc, ces stades de Morgenson sont mis en parallèle avec les Kadoki, qui sont les références européennes. Le premier stade de la maladie rénale diabétique commence par une hyperfiltration. Quand on fait des créatinines et des calculs de filtration glomérulaire, on a de très hauts débits de filtration glomérulaire. C'est généralement supérieur à 140 ml par minute, selon Morgenson, et selon les Kadoki, quand on est à plus de 90 ml par minute. Au stade 2, on a on n'a pas d'albumine dans les urines, c'est la normoalbuminurie qui est inférieure à 30 mg par 24 heures. Et selon les Kadoki, on est dans des débits entre 60 et 89 ml par minute. Au stade 3, c'est l'apparition de la microalbuminurie, quand elle se situe entre 30 et 300 mg par 24 heures. Déjà, à ce stade-là, selon les Kadoki, on est entre 30 et 59 ml par minute de fonction rénale. Ensuite, au stade 4, survient la macroalbuminurie, c'est-à-dire une présence plus massive d'albumine dans les urines, supérieure à 300 mg, voire même on peut avoir des syndromes néphrotiques. Et dans ce cas de figure, on est dans des débits de filtration entre 15 et 29 ml par minute. Au stade 5, c'est l'insuffisance rénale terminale. Parfois, c'est effectivement le syndrome néphrotique inaugural, et on est dans des fonctions rénales avec des débits inférieurs à 15 ml par minute, et c'est là qu'on démarre la dialyse. Alors, ce qu'il faut savoir, la microalbuminurie, c'est le signe le plus précoce d'atteinte rénale. Il faut être très vigilant à l'apparition de ce signe, car il est le témoin de la microangiopathie qui est diffuse, et la présence d'une microalbuminurie augmente le risque coronaire qui est associé. À chaque fois qu'on passe un stade de microalbuminurie, le risque coronaire augmente. Cette microalbuminurie, elle est réversible si elle est traitée rapidement et efficacement. Et on a un traitement, c'est les inhibiteurs du système rénine-angiotensine qui sont très efficaces pour freiner cette microalbuminurie et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Quand j'étais par exemple au Liban, j'ai vu arriver un jeune homme pour faire sa première dialyse, et il y avait son papa et sa maman avec lui, un jeune de 25 ans qui démarrait. Donc lui, on ne sait pas pourquoi il était dialysé, hein. L'insuffisance rénale terminale sans cause évidente. Le papa, je discute avec le papa, il me dit qu'il est diabétique, mais il me dit j'ai mon bilan et j'ai mon traitement.
effectivement diabétique, il avait une insuffisance rénale, et je regardais son traitement, et il n'y avait aucun inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc ce monsieur arrivera en dialyse dans très peu de temps. Hormis du fait qu'il y a son fils qui venait d'être dialysé pour je ne sais quelle raison, mais lui en l'occurrence, il courait le risque d'arriver en dialyse assez rapidement. Donc la microalbuminurie, la première anomalie détectable, donc elle correspond à l'augmentation de l'expression urinaire de l'albumine. C'est un facteur très important car c'est un facteur pronostique et un objectif thérapeutique. Alors nous avons vu que le taux élevé de glycémie permanent était un facteur déclenchant de l'hyperinfiltration, qu'à la suite de cette hyperfiltration apparaissait la microalbuminurie. Et en fait, il y a des mesures de néphroprotection qu'il faut savoir instaurer dès le début, c'est-à-dire des taux de glycémie, normoglycémie autant que possible, une microalbuminurie qui est détectée à temps et traitée à temps. L'autre facteur important, c'est le contrôle de la tension. Il faut un contrôle tensionnel avec un objectif d'une tension à 130 sur 80, inférieure à 130 sur 80. Donc un équilibre glycémique parfait, et parfois chez les insuffisants rénaux atteints de néphropathie diabétique, il faut savoir dès que la fonction rénale décline et quand on arrive à des débuts de filtration inférieurs à 35 ml par minute, savoir arrêter les traitements oraux et passer à l'insuline parce que ces traitements ne sont plus efficaces et ils deviennent dangereux. Donc c'est important de savoir introduire l'insuline au bon moment pour d'un côté éviter les risques de surdosage et de l'autre pour obtenir un contrôle glycémique parfait. Donc il faut contrôler un contrôle strict des facteurs de risque. L'introduction des statines est importante, de l'aspirine, parce qu'on a vu que le risque d'AVC n'était pas nul, hein, et impérativement arrêter le tabac, qui est un facteur aussi de... Alors un mot pour vous parler du dialysé diabétique. C'est quand, malheureusement, malgré les mesures de néphroprotection, si elles ont eu lieu et si elles n'ont pas eu lieu, les patients arrivent en dialyse. Ce sont les patients qui ont le moins bon pronostic de survie, avec une mortalité à 5 ans de près de 70%. Ils ont un risque cardiovasculaire énorme, comme on l'a vu, et surtout ce risque cardiovasculaire est majoré par la dialyse. Ils ont des artériopathies distales parfois impressionnantes avec des amputations successives. Et enfin, ils ont des neuropathies très invalidantes. Alors, je voudrais conclure en disant que la morbimortalité importante de la néphropathie diabétique, elle représente un enjeu économique et humain majeur, qu'elle nécessite un dépistage précoce par la microalbuminurie des 24 heures et qu'elle nécessite une prise en charge multifactorielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va en prendre le café. Faites attention aux petites choses très... C'est pas vraiment français, mais parce que ça va calmer les gens. Merci, merci infiniment. On a le temps, je regarde toujours Monsieur le Président, peut-être pour une ou deux questions dans la salle. S'il vous plaît. Moi j'ai quelques questions, Dr Karesh. Vous évoquiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, la prévalence importante de la néphropathie diabétique en Afrique. L'associé à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à la transformation du mode de vie des gens, des modes d'alimentation. Quand on voit par exemple ce qui se passe dans les îles, les gens ne mangent plus de la même manière. Leur alimentation a complètement changé.
On mange trop sucré, on mange trop raffiné, les gens deviennent sédentaires, l'obésité a une part importante aussi. Et ce sont tous ces facteurs-là qui, en fait, ils rattrapent un peu le modèle occidental d'il y a quelques années, donc ils veulent consommer comme les Occidentaux. Oui, ils aspirent à consommer comme les Occidentaux, et c'est tout à fait néfaste pour la santé. Oui, je crois qu'en Polynésie, d'ailleurs, quand vous parlez de ce qui est autochtone, effectivement, il y a des territoires d'outre-mer où ça, les chiffres sont littéralement explosés. C'est hallucinant, oui. Alors, à La Réunion, à la Guadeloupe, il y a des taux qui sont, comme c'est démontré dans les zéros. Ça, c'est fondamentalement lié à la façon de s'alimenter, à la façon de bouger, à la façon de vivre. Et d'un autre côté, effectivement, de plus en plus, on parle aussi de phénomènes environnementaux. Peut-être que certains pesticides, que certains produits interfèrent pour provoquer cette épidémie de diabète. Perturbateurs. Oui, des perturbateurs. La consanguinité a un rôle important avec les ou pas? C'est effectivement, il y a un facteur génétique, oui, effectivement, de sensibilité, que dans une famille, quand le père ou la mère est diabétique, il y a de fortes chances pour que les enfants le soient. Et c'est un phénomène épigénétique. Ouais. Question dans la salle, non? Docteur Bernard. Simplement, je voulais insister quand même aussi sur le plan, quand on parle de la Cisjordanie, de la Palestine, de Gaza, que les diabétiques, là-bas, il y a un coup, c'est clair. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de dépistage. C'est comme un peu dans la spécialité, le dépistage de la prostate, il y a un problème de dépistage des maladies, les mammographies, tout ça. Il n'y a pas de dépistage de diabète, il n'y a pas de recherche diabétique, il n'y a pas de ministère de la Santé, d'un acte politique, à mon avis, extrêmement développé dans ce domaine-là, qui fait à ce qu'il manque d'éducation. Et parce que vous voulez, les gens ne vont pas spontanément aller se faire dépister, chercher l'attention, s'ils n'ont pas appris à le faire. Donc, je pense que quelque part, dans les pays comme le nôtre, en Orient, il y a un défaut d'information et de formation aussi des médecins. Ils ne sont pas sensibilisés énormément à la question de la santé publique. Nous avons effectivement soulevé le problème du dépistage et on nous a répondu qu'il était fait régulièrement. Alors, je ne sais pas. Vous en connaissez les modalités ou pas? Non, du tout. Non, c'est fait, mais en réalité, les gens le savent. Même les médecins, la plupart sans parler des médecins là-bas, souvent ce qui arrive ici, il y a une méconnaissance même des médecins généralistes des complications du diabète. Et souvent, les généralistes ont du mal à passer la main, à adresser les patients au bon moment, au néphrologue, pour prendre en charge la néphropathie diabétique. Et vous l'envoie quand il voit qu'il est à 35-40 millilitres de minute. On voit très bien qu'à ce stade-là, les dés sont jetés et que ça va évoluer. Maintenant, en France, il y a des recommandations, on parle beaucoup de diabète et tout ça, mais il reste encore des diabétiques qui nous arrivent à un stade dramatiquement avancé. Question? Non? Oui? Non? Oui, il y a une question. Pour l'histoire de Oui, il faudrait que tu approches peut-être un micro quand même. Donc, j'ai travaillé sur un projet de diabète en Algérie. Et là, il y avait une campagne, c'était les médecins généralistes qui étaient l'acteur principal du dépistage. Puis il y avait aussi une autre campagne, c'était les pharmacies dans les pharmacies où ils faisaient des glycémies pour des malades, des gens qui voulaient dépister leur diabète. Donc, le système préventif, c'est soit à la pharmacie, une pharmacie un peu plus avec un glucomètre sur la glycémie, ou au niveau des médecins généralistes. Chaque patient qui se présente, on lui fait automatiquement un dépistage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment travailler sur un projet d'Alger pour essayer. Voilà. Oui,
Je sais qu'en Algérie, il y a du dépistage. Certaines tranches de la population est dépistée, mais pas toute la population. Par contre, quand on voit le mode de consommation des gens, on n'est pas étonné qu'on ait autant de diabète. Quand les boissons sucrées remplacent l'eau, on est un peu effaré, et des publicités qui passent sur les chaînes publiques incitant les gens à consommer ces boissons sucrées parce que c'est bien, enfin, avec des publicités alléchantes. Et ça devrait être complètement interdit. Et vous savez, docteur Karache, j'ai vu ça parce que je suis souvent en Algérie, que l'eau est plus chère que la boisson sucrée. C'est juste une aberration. On pousse à la consommation, effectivement, je trouve ça juste aberrant dans un pays comme l'Algérie. Docteur Emma. Oui, moi je voulais juste rebondir sur l'eau qui est plus chère. Un véritable scandale de santé publique en Amérique latine, où des sociétés américaines, Coca-Cola et Pepsi-Cola, se sont introduits pratiquement en force avec de l'argent, et elles se sont accaparées toutes les eaux potables minérales de certains de ces pays, enfin la plupart de ces pays, pour faire Coca et Pepsi, qu'elles revendent sur place. Le résultat des courses, c'est que Coca et Pepsi sont bien moins chers que l'eau. L'eau potable, l'eau minérale part aux États-Unis, et les autochtones sont obligés de boire Coca-Cola et Pepsi-Cola parce que c'est bien moins cher. C'est 3-4 fois moins cher que l'eau. Avec un taux de sucre qui est plus important même que la version Coca qu'on peut avoir en... Justement, pour qu'il y ait addiction, il faut qu'ils mettent beaucoup de sucre. Et le résultat des courses, la courbe de diabétique dans les pays d'Amérique latine est en train de grimper en flèche, mais personne ne dit rien. On le sait, mais bon. Voilà. C'était juste pour rebondir et pour dire qu'il faudrait peut-être se méfier un petit peu de ces multinationales qui viennent s'imposer, etc. etc., etc. Voilà, c'était le coup de gueule de la journée. C'est le deuxième, non? Merci, docteur Emma.